Merci, Maître Moulema. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Maintenant, c'est le bon moment là. Hein, c'est le moment du partage. Allô, vous m'entendez? Ouais, Oui, on t'entend, on t'entend. Tu peux y aller. Merci beaucoup. En fait, merci, Maître Moulema. En fait, j'ai une bon, question pour Maître Moulema. oui, J'ai beaucoup appris par la graphie de L2 Abeille qui est à l'origine en fait de Betty. oui. Et j'étais resté un peu sur ma faim. Parce que j'ai remarqué, je voulais que le maître fasse le lien entre les pygmées et le dieu Mta. Mhm. Parce qu'en fait, Oh, je vois le lien, c'est comme s'il y avait un lien entre les pygmées qui sont les premiers. Est-ce oui. que le fait de dire que c'est les pygmées qui sont les premiers à connaître ce rite, est-ce que ce n'est pas une manière de voiler, de dire qu'en fait, ce son-là provenait en fait du dieu Ta qui était le dieu de la parole? Ok. Oui, effectivement, ils sont les premiers. Il vous a mis la photo du dieu Bès, là, qui était le dieu des Pygmées, parce que là, on a peut-être. C'était celui qui faisait. C'est le dieu des Pygmées, Bès, qui révèle les mystères. D'accord. Maintenant, le son primordial, le son primordial, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, pour qu'ils puissent connaître ce son, il a fallu qu'ils observent la nature. D'accord. Mais quelle est la particularité de l'abeille? Pourquoi ce son? Lorsque vous faites l'étude de la cosmologie, on va vous dire, pour que la lumière puisse sortir du ténèbre, parce qu'il y avait l'obscurité, il y avait les ténèbres, comme je fais souvent à mes étudiants, je leur dis, écoutez, vous avez l'obscurité, vous avez l'obscurité, vous avez la lumière du jour. Si on vous demandait quel est l'intrus parmi les deux, pour que vous puissiez savoir pourquoi nos ancêtres commencent par dire qu'au commencement, c'était l'obscurité. Bon, ils vont te répondre, écoute, c'est la lumière. Je dis pourquoi? Ils te disent parce que la lumière, elle nous est donnée par un astre. Donc, on est d'accord que la lumière du jour est celui qui est sorti donc de ces ténèbres-là. Mais pour qu'il sorte de ces ténèbres, il a dû se passer quelque chose. Parce que la lumière était dans les ténèbres. Mais comment la lumière a-t-elle fait pour sortir de ces ténèbres? Donc, il y avait un être qui est devenu androgyne par une vibration, qui a d'abord pris conscience de son existence, qui a vibré. Quand il a vibré, c'est là où il est sorti des ténèbres. Donc, cette énergie qui était inconnaissable, mais qui s'est mise à vibrer, qui est devenu d'abord être androgyne et s'est mis à vibrer pour sortir des ténèbres, on retrouve la traçabilité dans la nature à partir de l'abeille. Parce que je recommanderais, j'espère que je terminerai ce troisième livre, qui me prend déjà 2 ans, dont je suis en train d'écrire. Donc, l'abeille pratique ce qu'on appelle la parthénogenèse. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de pouvoir se reproduire sans un partenaire opposé, sans une fécondité, sans qu'il y ait fécondité. Donc, l'abeille met les autres abeilles au monde tout seul. Donc, c'est la traçabilité de l'énergie qui se meut de tout seul. C'est pour cela qu'on a pris le concept de l'abeille et la vibration de ce concept pour pouvoir exposer le concept de la vibration primordiale. Voilà pourquoi on a pris l'abeille. Parce qu'il n'y avait personne pour pouvoir dire comment ça s'est passé au commencement. Donc, ils ont tout simplement allé du principe que ce que nous observons dans la nature est une loi qui a commencé à se produire une première fois, et c'est la répétition de cette loi que nous observons. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Donc, si ça a commencé comme ça, c'est que ça a toujours été comme ça. Donc, à partir de cette loi, ils ont déduit toutes les théories. Donc, voilà pourquoi on a pris l'abeille. Parce que c'est la traçabilité de
cette énergie qui est devenue en mouvement seule pour devenir un être androgyne à partir d'une vibration. Et dans les cosmogonies, qui sont des mythes, donc on cache les secrets aux profanes, mais on révèle la vérité aux initiés, vous allez voir que cette vibration fait partie de la parole créatrice. Vous allez entendre parler du coq, vous allez entendre parler du babouin, qui, eux, sont ces concepts de traçabilité de l'énergie lorsque le soleil se lève. Le coq chante avant que le soleil se lève. Il y a des oiseaux qui croissent avant que le soleil se lève. Il y a le babouin qui applaudit avant que le soleil se lève. Donc, il y a le perroquet. Tous ces animaux-là manifestent la traçabilité de l'énergie qui est la parole créatrice. Donc, l'abeille a été pris comme concept à cause de ça, de cette parthénogenèse. Parce que c'est la reine mère, c'est la reine mère. Donc, c'est la reine mère qui met au monde tous les autres abeilles. Voilà pourquoi il y a le concept de l'abeille. Est-ce que ça va? Maître Moulema? Oui, merci, Maître Moulema. Merci beaucoup. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que Ptah, il y a aussi Bès, qui sont des néters associés au peuple des petits hommes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on se comprend. Oui, on se comprend, on se comprend. Voilà, donc il y a les deux divinités là, des deux néters là qui sont justement associés à ce peuple parce que justement ce peuple entretenait une relation privilégiée avec l'ancien royaume de Kemet ou bien avec Taméri parce que en réalité les anciens ont eux-mêmes dit quelles étaient leurs origines. Ils ont dit très clairement que eux, les anciens Égyptiens, ils venaient de Nubie. Et les Nubiens aussi ont dit quelles étaient leurs origines. Ils ont dit que eux, les anciens Nubiens, ils venaient de la région de Grand Lac, donc de la région d'où viennent les Pygmées, les Bakas, les Tois. Donc, voilà, du coup, en hommage aussi, c'est pas seulement en hommage, mais parce que chaque peuple incarne un principe divin. C'est pas au hasard qu'il y a tel peuple, tel peuple, tel peuple. Nous incarnons des énergies différentes. Et l'énergie de l'initiation supérieure était incarnée pendant des milliers d'années par ce peuple-là. Du coup, un éther chapeautait, n'est-ce pas, un principe divin chapeautait tout leur rite. Donc les deux néters qui chapeautaient leur rite, c'est bien sûr Ptah dont tu as parlé, mais aussi Bès. Voilà, juste pour faire cette précision au niveau des concepts un peu égyptologiques. Merci beaucoup, merci. Je suis intéressé également par le concept du placenta que Maître Moulema a évoqué. En fait, je voudrais qu'il revienne un peu sur ça parce qu'il disait que notre second qui est mis sous terre, en fait, je n'ai pas bien compris cette partie-là. Il a brossé ça rapidement, mais je n'ai pas saisi. D'accord, je vais essayer de... Ok, l'être humain, il est double. D'accord? D'après l'observation de nos parents, à partir de la cosmologie, moi j'aime toujours partir de là parce que tous les rites que nous avons ne font partie que de la cosmologie. À partir de la cosmologie, on a fait la cosmogonie. Et à partir de la cosmogonie, il y a eu les traditions. Et à partir de la tradition, les rites, de la tradition, il y a eu l'initiation. Et de l'initiation, la civilisation. Donc, moi, j'aime toujours aller de ça. L'être étant androgyne, d'accord? C'est parce que j'ai plusieurs vidéos que j'espère peut-être c'est des cours qui sont en train d'être préparés dans le cadre de ce travail, qui montrent exactement où il y a eu la séparation des sexes. D'accord? Mais à partir où nos ancêtres ont compris que l'être, il est double dans sa nature. Il a sa partie opposée. Donc, vous avez par exemple des jumeaux qui naissent d'eux. C'est pour ça qu'il y a des rites de jumeaux. Mais puisque l'être est un moment qui était androgyne, cette énergie qui était androgyne, qui a laissé la traçabilité dans la nature à travers, par exemple, l'hermaphrodite des escargots et des vers de terre qui sont hermaphrodites. Donc,
ça permet de comprendre que l'être était androgyne, mais l'énergie s'est divisée. Mais plus que l'énergie s'est divisée et que l'être maintenant n'est unique, nos ancêtres qui ont compris que la vie, le mot vie, c'est-à-dire l'énergie qui donne la vie, qui lui se trouvait dans le Noun, que le Noun avait un état vibratoire, de l'eau vibratoire, dans un état vibratoire, et que c'est de cet eau-là que la vie a surgi, c'est-à-dire l'être inconnu, inconnaissable, que nous ne connaissions pas, est sorti pour pouvoir se manifester et donner la vie. Donc, quand un être, un fœtus, il est dans le ventre de sa mère, il est dans les mêmes conditions, c'est-à-dire il est dans un placenta et dans un liquide amniotique. Donc, il est dans les conditions du Noun. La vie est en train de se produire dans le ventre de la maman. Donc, pour nos ancêtres, ils ont compris que si la personne sortait seule, son double, c'est son placenta. À partir de là, ils ont monté un rite d'enterrement du placenta pour que le double de la personne retourne sur le monde invisible. À partir de ce moment, quand l'être se fait initier, il cherche à prendre contact avec ce double-là, qui est son opposé, qui, lui, depuis l'autre côté, connaît si bien son passé, son présent, son futur. Pourquoi? Parce que lui, une fois qu'il est sur le plan physique, il a le voile de l'oubli. Et malgré que ce double-là lui envoie des messages, pas des rêves, pas des visions, pas des songes, pas des intuitions, il a parfois tendance à ne pas capter ces messages. À partir de ce moment que le rituel a été fait, quand la personne devient grande, elle grandit, pour pouvoir découvrir un certain nombre de cette mission, il fait alors une initiation pour pouvoir prendre contact avec ce double. Voilà pourquoi on fait le rite d'enterrement du placenta. Et Maître Molema a magistralement expliqué le rite du placenta dans son authenticité et dans ses traces dans la nature comme dans les sociétés humaines. Mais je pense que tu sais déjà beaucoup, c'est pourquoi tu demandes. Donc, il faut qu'on sache qu'aujourd'hui, le rite, le manquement à ce rite est l'un des principaux malheurs qui frappent la société africaine. Parce que même au niveau de l'observation simple, le placenta est la poche qui a nourri l'enfant pendant 9 mois. Hein. L'enfant a été en contact avec cette énergie pendant 9 mois. Donc l'enfant partage cette énergie avec cette poche-là. Et étant donné que la loi même dit que 2 objets qui ont été une fois en contact, le reste presque ad vitam aeternam, s'il n'y a pas quelque chose qui vient les séparer à tous les niveaux, ça veut dire que tout ce qu'on fait à ce placenta a un impact positif ou négatif sur l'enfant. Du coup, le rite du placenta permettait justement déjà de faciliter l'incarnation de l'enfant en l'ensemençant, en le mettant, n'est-ce pas, en le permettant de mieux s'incarner correctement sur Terre. Et c'est l'une des erreurs que nous avons commises dernièrement dans nos communautés en négligeant ce rite. Et après, ça fait des dégâts, de sorte que il y a même aujourd'hui des Ngangas qui sont obligés de faire des risques de correction pour des adultes qui n'ont pas bénéficié correctement de cet enterrement du placenta. Juste pour te préciser ça. Merci. Merci beaucoup. Il y a une autre main levée, c'est qui? Monsieur Kamagate, vous avez la parole. Ok. Ah tiens, monsieur Kamagate, ça va toi? Oui, monsieur. Merci, maître Moulema. Heureux de vous rencontrer. Ça fait plaisir de t'écouter, toi. Oui, depuis près de 3 ou 4 mois, je suis c'est pas de faux. vous retrouver. Et je constate que vous êtes très en forme. Merci, c'est pas. J'espère que nous allons nous revoir. À très bientôt, oui. Alors, j'écoute ta question. Tout à l'heure, donc, pendant l'exposé, Maître Moulema a parlé de la découverte de sa mission. Est-ce que c'est pendant l'initiation que cela se passe ou alors ce processus intervient après donc l'initiation à travers, par exemple, un enseignement post-initiation?
Ah, très bonne question. Il faut que vous sachiez d'abord que la découverte de la notion, parfois ne se fait pas forcément à la première initiation. D'accord? Et les initiations ont des étapes parce que, comme on le dit, on ne peut pas montrer toute la vie d'une personne en une seule initiation. Comme je dis souvent à certaines personnes, si on te montrait que j'étais Hitler, on ne te rendra pas service. Donc, cette découverte peut aller petit à petit. Ça peut être à la première initiation, selon votre degré de niveau de spiritualité, c'est-à-dire votre élévation spirituelle, vos recherches, la quête de vos recherches et tout. On peut vous le montrer à la première initiation. Très souvent, c'est la suite d'un rêve, la suite d'une vision ou d'une intuition qui vous fait comprendre que je dois aller dans ce sens, je dois faire ça. Et je sens que ça, c'est ce que je dois faire, que je suis venu faire. Donc, moi, c'est à la cour d'une initiation. D'accord? Il est vrai que j'ai à découvrir un certain nombre de choses, parce que j'ai, comme le frère Abaltoum, je fais aussi des écoles ésotériques occidentales. Mais quand je montais les thèmes astrologiques à l'époque, je voyais dans mon thème que je dois être maître. Bon, pour moi, je vous laisse comprendre à l'époque, maître, pour moi, c'est peut-être être maître dans une loge ou bien, je ne sais pas. Voilà ce que j'avais dans ma tête. Jusqu'à ce que je commence à regarder du côté traditionnel. Et c'est suite à l'initiation que le maître qui m'a formé m'a dit non, ce que tu dois faire, on te demande d'aider l'humanité, mais de telle manière. Voilà ta route. Ah, là, j'ai compris. Et après, il faut apprendre. Parce que ce n'est pas tout de découvrir, il faut maintenant apprendre. Et la formation est parsemée d'épreuves. Parce que je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup qui ont abandonné, qui s'arrêtent à mi-chemin. Parce que c'est dur. Donc, c'est une découverte qui se fait petit à petit, au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas tout te montrer en une seule initiation. Comme par exemple, toi, Kamaté, moi, je peux te dire que je connais ta mission. Ah, ça, je peux te le dire. Oui, mais ici, je sais de quoi. maintenant, là. Hein? tu as à peu près la même mission que la mienne. Ah oui? C'est la même, tu as la même que la mienne. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu ne sens pas ces aspirations? Oui, je le sens un peu. Ben voilà, c'est moi qui t'ai initié, je sais de quoi je parle. Tout le monde que j'ai initié, je sais que j'ai découvert pour certaines personnes. Mais il faut que la personne montre lui-même son engouement. Parce qu'une fois que tu me racontes quelque chose, j'écoute, je te dis, écoute, tu es en train de me raconter ça. Après, on te laisse. Il faut que tu montres toi-même que tu veux suivre ta mission. C'est personnel. Le cheminement, il est individuel. Et à partir de là, maintenant, on commence à te donner les rudiments qu'il te faut pour que tu puisses avancer. Voilà. D'accord. Très bien. En tout cas, c'est une parfaite question, M. Kamaté. Ah oui, mais bien sûr. Parce que pour répondre très directement à ce que tu as posé comme question, à partir du moment où tu es connecté, que ce soit avant ou après, sache qu'il y aura des concours de circonstances qui t'amèneront vers certaines choses. Parce qu'à partir du moment où tu rencontres ton être intérieur, parce qu'il faut avouer que, connaissant un peu ton expérience aussi que tu as vécue, à partir du moment où tu rencontres, il y a des choses qui vont se faire. Ça va se faire de manière parfois très anodine, parfois de manière très subtile. Et si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est rien du tout. Mais ça se fera obligatoirement parce que il y a quelque chose qui a été déclenché. Il y a quelque chose qui a déclenché. Tu dis? Non, termine et puis j'ai vu une question posée, combien de nombre d'initiations? Termine d'abord. Ok. Donc, il y a quelque chose qui a été déclenché. Il y a quelque chose qui a été déclenché. Donc, les choses peuvent se passer directement ou indirectement. Et comme le dit Maître Molema, c'est en fonction de nos niveaux de conscience. Si on sait que tu peux assumer pleinement tout de suite, on te le montre direct. Mais s'il faut te préparer doucement, ton être intérieur est très sage, très intelligent. Il va préparer les choses pour que tu puisses le recevoir sans trop de choc. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas, ça se fait toujours. S'il te plaît, je peux te prendre par exemple des exemples. Voilà, je te prends des exemples concrets que nous vivons dans ma profession. On a des personnes qui viennent pour se faire initier.
ils arrivent sur ces plans, ils voient bien leur mission, on leur dit, voilà ce que tu dois faire. Ben, je peux vous dire que j'en ai vu qui refusent, mais on prend une décision sur place et on dit, bon, écoute, toi, on ne sait plus ce que tu fais sur le plan physique, puisque tu es allé faire ça, ça, ça. Puisque tu ne veux plus faire, bon, et tu reviens ici, et la personne elle-même parle, hein, que bon, écoutez, moi, je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie d'aller en brousse, commencer à chercher les feuilles à gauche, à droite pour soigner les gens. Moi, on dit, bon, écoute, bon, tu vas revenir ici. Et puis la personne accepte de partir. Hein. La personne accepte de partir. Ah oui. Pour redoubler la classe, quoi. Voilà. Mais sois-en sûr que quand tu fais comme ça, la prochaine fois, eh bien, ils te font ça très dur, hein, sérieusement. Ah oui. Tu vas apprendre de gré ou de force. C'est qu'il y a deux options. On est à l'école. Soit on passe, soit on redouble. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on va passer ou redoubler? C'est les deux options qu'on a en réalité. Voilà. De toute façon, on a l'éternité. On peut redoubler, on reviendra. Il y a pas de problème. OK? Donc, il n'y a pas de lézard. Maintenant, la question c'est, je voudrais savoir combien de nombre d'initiations qui est nécessaire sur le chemin initiatique. OK, je vais vous répondre. L'initiation qui est pratiquée, par exemple, ici chez nous au sud, et pour certains, parfois tu fais une seule fois. D'accord? Parce que c'est considéré comme la branche mère. D'accord? C'est l'initiation, je parle de celle vraiment pygmée là. C'est vraiment une seule fois. Parce que tu as un certain nombre de choses à voir, qui est le cheminement qui doit te permettre de faire ton à-coup, de te faire ta fusion à la lumière divine. Tu fais qu'une seule initiation. Mais là, quand tu vas au nord, les initiations, on dit se suivent, mais ne se ressemblent pas. Parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas tout te montrer toute ta vie. Non, ce n'est pas possible. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un qui ces deux initiations, ces trois initiations, mais tu reçois ce qu'on appelle des convocations spirituelles. Et on apprend aux gens à reconnaître que là, c'est un appel. Il y a des rêves, il y a des visions, des songes, des intuitions, ou quelqu'un qui passe, qui te dit, ah tiens, toi, tu dois aller à l'initiation, toi, on t'appelle. Un autre initié comme toi, bien sûr. Donc, moi qui vous parle, je sais pas, j'ai déjà fait ça peut-être 15 fois. Je sais même pas. Donc, je vous laisse alors imaginer. Parce que pour que je puisse connecter, c'est comme un tissu. Voilà pourquoi vous voyez le médou avec le drapeau. C'est comme un tissu que tu dois coller les morceaux petit à petit jusqu'à ce que tu aies l'ensemble. Même là où je vous parle, en tant que déjà initiateur, il peut m'arriver encore de retourner à l'initiation. Ce n'est pas fini. On peut me dire, il y a des choses que tu ne comprends pas, viens prendre d'autres instructions. Je suis obligé d'y retourner. Maintenant, ici, vous avez d'autres pour des problèmes de santé, ils vont retourner à l'initiation, d'autres parce qu'il y a des soucis, ils retournent à l'initiation. Donc, vraiment, ce n'est pas une seule fois, ça peut être plusieurs fois. Mais le plus important d'abord, c'est de commencer à découvrir qu'est-ce que réellement vous êtes venu faire ici. Vous faites quoi là, sur Terre-là? C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas un nombre vraiment bien déterminé. Ça dépend vraiment du degré d'évolution de tout un chacun. Maître Molema parle des initiations, bien sûr, dans la branche du Bhuti, mais chaque école a aussi ses règles. Par exemple, dans certaines écoles, ils vont vous dire qu'il y a cette initiation majeure. Mais vraiment, dans la branche du Bhuti qui est liée à l'infini, vraiment, c'est pratiquement... Ça dépend de la mission, au fait, comme il a dit. Oui, il y a Ibrahim qui demandait si ça ne dépend pas de la rupture des interdits. Oui, une rupture d'interdit peut vous ramener à l'initiation, mais ça ne dépend pas que de ça, quoi. C'est ce que le maître Molema a expliqué, ça ne dépend pas que de ça. Ça dépend, par exemple, dans la branche du Bhuti, comme il explique très bien, c'est que nous, par exemple, dans le Bhuti du Nord, il y a il y a 2 initiations de base ou 2 rites ou 3 de base qu'on vous recommande pour déjà cerner les bases de la chose. Après ça, maintenant, vous recevez, comme il le dit, des convocations où vous avez des besoins, des inquiétudes à éclaircir, vous pouvez repartir.
dans les mondes intérieurs. Vous pouvez repartir en initiation. Vous pouvez aller replonger dans l'océan pour aller puiser l'information, puiser les ressources. Voilà. Tout dépend de la voie que vous avez amenée. Maintenant, s'il y a aussi des problèmes majeurs, si vous avez fait des ruptures d'interdit et vous avez besoin d'assistance pour les corriger, c'est aussi possible, bien sûr, si je ne me trompe pas. Samana, vous avez la parole. Vous ne réagissez pas, vous avez levé la main. Bonsoir maître, bonsoir à tous. Alors, je suis arrivé un peu en retard pour la conférence, ce qui fait que je n'ai pas pu tirer grand-chose. Mais j'avais une question toute simple. Maître, quelles sont les conditions à remplir pour être admis à une initiation? Concrètement, si par exemple, moi je viens du Cameroun et je voudrais m'initier au Gabon ou alors à un autre endroit, est-ce que, par exemple, le problème de langue, étant donné que nos langues véhiculent toujours des énergies, est-ce que le fait, par exemple, que je ne comprenne pas votre langue peut être un obstacle à mon initiation? C'était ça un peu ma question, merci. Elle est intéressante, mais je te répondrai que je suis camerounais moi-même. De père et de mère, mais je suis né au Gabon, donc ce qui fait que j'ai cette nationalité tout simplement. Donc c'est pour te dire déjà que ce n'est pas un facteur de langue. Ok. Plus que quand tu es de l'autre côté, il faut que tu saches d'abord que l'initiation, il y a un souci qu'on a avec nos initiations souvent, paradigme souvent qui influence dans l'initiation. D'accord? Et l'autre côté, tu vas recevoir des instructions à ta langue, sois-en sûr. Ce petit chemin qu'on prend dans la Bible que le Saint-Esprit est descendu et il parlait à la langue de tout un chacun. En fait, c'est de ce qu'ils veulent parler. Ils veulent parler de l'initiation. Chacun, quelle que soit la langue qu'il parle, il reçoit les messages à sa langue. Donc, ce n'est pas un facteur de langue. Quelles que soient les chansons qui vont être chantées, l'entité va être déclenchée en toi. Il est l'univers dans sa totalité. D'accord? Donc, les mots que vous dites, ce sont les mots qui déclenchent les forces de l'autre côté. Ces forces-là vont être déclenchées en toi. Maintenant, ce qui peut parfois arriver, par exemple, c'est que dans certaines initiations, quelqu'un termine une initiation, on lui dit, bon, écoute-toi, c'est vrai, tu es venu au Gabon, tu es venu te faire initier. Ne reviens plus parce que c'est pas ta voix ici. Ta voix, c'est parce que chacun déjà dans sa tribu, dans son ethnie, il a sa tradition de base, d'accord, que les ancêtres pratiquaient. Donc, on demande souvent aux gens d'aller s'exprimer très souvent dans leur tradition de base. Ok, donc je disais que on vous envoie un certain nombre de messages pour pouvoir, que ce soit les interdits, on vous envoie toujours des messages que vous êtes en train de violer, de ne pas bien vous comporter. Ensuite, une fois que ces messages ont été envoyés, on commence à vous toucher dans votre vie sentimentale, financière, et dans tous les deux secteurs de votre vie. La dernière étape, c'est toujours une maladie psychosomatique. Vous pouvez aller aux États-Unis, en France, on vous dit que vous vous portez bien, mais pourtant vous êtes convaincu que ça ne va pas. À partir de ce moment, vous allez venir contacter le Nganga que je suis, et moi je vais vous dire, ben, écoutez, vous devez aller en initiation. Une fois que vous allez, mais vous acceptez cette initiation, mais vous allez trouver l'ancêtre qui vous appelle, qui va vous dire, ben, écoute, tu me reconnais moi? Si tu vous le connaissez, ah tiens. Et il va vous dire pourquoi il vous a appelé. Et que c'était lui qui créait les conditions pour que vous puissiez venir en initiation, soit parce que vous vous comportez mal, soit parce que voilà ce que vous devez essayer de faire dans votre vie. Donc, voilà un peu, c'est pas seulement un cas d'interdit. Les interdits aussi, effectivement, si tu te comportes mal, on peut te ramener à la charge. Mais très souvent, on t'avise d'abord que tu es en train de prendre une mauvaise route. Et aujourd'hui, je vais parler aussi du paradigme qui influence un peu, qu'on a comme souci dans les initiations que nous avons. Vous êtes sûr que, et c'est toujours le plus difficile, ça dépend de l'initiateur. Si quelqu'un a un paradigme chrétien, vous êtes sûr qu'il va vous raconter les choses à la chrétienté. S'il est musulman, il va vous raconter les choses que j'ai vu Mohamed, j'ai vu tel, j'ai vu tel, j'ai vu tel. S'il est bouddhiste, il va vous raconter les choses. Donc, tout dépend aussi souvent du paradigme. Donc, à partir de ce moment, ça, c'est pour répondre aux frères
qui tout à l'heure demandait qu'il était camerounais, est-ce que ça peut influencer? Donc, du coup, on essaie de vous véhiculer un message à partir de votre paradigme. Ce qui est même intéressant, Maître Moulema, dans les initiations Buti, c'est que ce sont des initiations qui ne sont pas en réalité religieuses. OK? C'est une connexion avec vous-même en réalité. Parce que vous allez être en contact avec vos propres énergies, hein, des choses qui vous animent, vos réalités. Par exemple, quand vous avez une conscience d'un certain niveau, l'énergie s'adapte à votre niveau de conscience et s'exprime à votre niveau de conscience. Par exemple, pour certaines personnes, quand ils font ces expériences initiatiques, ils n'ont même pas besoin de paroles parce que la communication est de nature télépathique. Okay? Ils reçoivent les messages par impulsion électromagnétique directement. Certaines personnes n'ont même pas besoin d'expression verbale. Ainsi de suite. Donc, c'est vraiment à l'infini. Ça s'adapte à toute personne, à tout niveau de conscience et à tous les paradigmes, comme le dit Maître Moulema. Et il y a une autre main levée, c'est AZD, Mister AZD. Vous avez la parole. Oui, Otep. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour vos lumières, Maître Moulema. Je vous ai écouté religieusement et il me vient une question à l'esprit. Étant en fait au sortir de ce parcours initiatique qui aura pour but de nous reconnecter avec nos ancêtres afin de nous donner une vision plus concrète de notre but ici, dans ce monde physique. Et bien évidemment, pouvoir réparer certaines actions qui ont été mal faites dans notre vie passée. Une de mes questions, c'est au sortir de ce parcours initiatique, est-ce qu'il est prévu un genre de curseur, hein, je vais parler comme ça, qui va nous définir l'état d'avancement des corrections qu'on a apportées ici-bas. À savoir, par exemple, à tel âge, je peux définir et avoir une vision pour me dire, bah voilà, j'ai déjà accompli peut-être 50%. C'est un peu, c'est un peu grosse maille hein, que je vous dis ça. À telle étape de ma vie, j'ai peut-être 75 ans, eh ben, j'ai accompli que 20% de ce qui était prévu pour moi en fait dans ma feuille de route. Je dis ça parce que il me semble important au jour d'aujourd'hui de se recibler et de se remettre en question à chaque fois dans la vie de tous les jours, étant maître à bord, étant seul maître de nos actes ici. Je me demande juste s'il y a possibilité d'entrer en contact à chaque fois pour savoir au niveau d'un curseur, peut-être à quel niveau on se situe à chaque fois, pour se recadrer à chaque fois. Voilà. Une belle question. Il faut que tu saches que l'initiation elle est d'abord particulière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend de votre niveau de conscience, de votre élévation spirituelle et de la mission que vous avez accomplie. D'accord? Je peux vous dire que quelqu'un comme moi, ou comme celui qui m'a formé, a une idée de quand est-ce qu'il doit mourir. Or, vous, à votre niveau, on ne peut pas vous le montrer. Parce que si on vous le montre déjà, c'est la panique générale dans votre vie. Donc, ce curseur, vous pouvez la voir, c'est-à-dire, on vous montre un certain nombre de choses. On dit, bon, vous êtes déjà arrivé à tel, on va vous montrer. Je pense souvent des exemples où j'essaie de dire à quelqu'un, écoutez, prenez quelqu'un qui a eu un doctorat et quelqu'un qui, lui, il est un simple nettoyeur de toilettes dans une société. Celui qui a le doctorat va se faire initier et on lui dira que, bon, écoute, tu devras être balayé, tu dois commencer par nettoyer la route. Voilà ton destin. Et celui qui est le simple nettoyeur d'une société, on lui dit, ben, écoute, tu seras directeur de cette société. D'accord? Vous me suivez? On a là deux parcours différents, de deux personnes différentes. Mais à partir du moment où il sort de l'initiation, parce qu'en réalité, les conditions dans lesquelles nous vous mettons, on utilise le terme à tort initiation. Non, on ne fait que mettre un dispositif pour que vous puissiez prendre contact avec votre être intérieur pour connaître votre destin.
Prenons celui qui est, par exemple, quand on demande de balayer les rues, il se dira, écoutez, je suis allé à l'école, j'ai un doctorat et on me demande d'aller balayer les rues. Écoutez, ça ne va pas là, il y a un problème. Et celui qui est le simple nettoyeur d'une société se dira, mais je ferai comment pour devenir directeur de cette société. Mais à chacun d'eux de prendre la responsabilité. Je pense celui qui est nettoyeur d'une société, d'entretien d'une société, s'il commence par dire, observer comment tout le monde travaille et il apprend à devenir autodidacte, ben, on créera les conditions pour qu'il monte peut-être sur une machine. Mais tout en devenant autodidacte, on créera les conditions un jour pour qu'il devienne peut-être le chef du syndicat, ainsi de suite. Au bout de 20 ans, de 25 ans, il devient le responsable de la société. Or, celui qui a fait son doctorat, il va commencer à balayer devant chez lui, s'il accepte les conditions, il va avancer. À un moment, il va créer une société, il va balayer le quartier, il va créer une société. Donc, du coup, il devient même riche parce qu'il balaye les rues. Mais il a fini par créer une société. Donc, le curseur qui va faire en sorte que vous puissiez maintenant savoir là où vous êtes, c'est qu'à un moment, dans ce cheminement, quand vous vous trouvez bloqué et que vous êtes en train de faire les choses n'importe comment, c'est là où on vous rappelle maintenant encore une initiation. Ou alors, vous n'avez même pas besoin de revenir à l'initiation. Depuis chez vous, on va vous envoyer des messages par des rêves, par des visions, par des songes, par des intuitions, qui vous devront vous dire, changez de direction, vous n'êtes pas sur la route, vous avez déjà un peu dévié. Voilà le marqueur et le curseur. Tant que vous n'avez pas fermé les yeux, votre mission n'est pas terminée, vous aurez toujours des messages. Parce que même moi qui vous parle, j'avais toujours. Oui, merci de me redonner la parole. Alors, une autre question m'est venue en idée. Alors, est-ce que l'initiation regarde également les femmes? Si oui, est-ce qu'il s'agit du même type d'initiation pour les hommes et pour les femmes? Merci. Il y a ici des initiations où il n'y a que des femmes, des initiations où il n'y a que des hommes, et des initiations qui sont mixtes. Que ce soit hommes ou femmes, ou les femmes font à côté, parce que les hommes, avec nos égoïstes, on a commencé à dire non, il ne faut pas qu'on amène les femmes dans nos choses, parce qu'elles vont connaître nos secrets, et elles vont, une fois qu'elles vont trouver notamment, elle va tout cacher. Donc les hommes se sont mis à côté pour faire leurs choses à côté. Mais vous allez vous rendre compte que très souvent, les rites des hommes, c'est le rite du matriarcat. Ça lie avec la femme. Automatiquement, systématiquement. Il n'y a aucun rite, je dis aucun, de base qui n'a un lien avec la femme. Les rites, lorsqu'on l'étudie d'une manière cosmologique, c'est la femme qui est à la base, qui est au gouvernail de l'univers. C'est déjà de là où est parti le matriarcat. Parce que quand on parle de l'eau vibratoire qui est dans le Nil, qui a donné la vie, on ne parle que du plancéta et du liquide amniotique. Donc c'est la femme qui a donné la vie. Donc tous les rites, donc quand quelqu'un même meurt et qu'on l'enterre, on dit il retourne dans le ventre de sa mère. Mais de quelle mère? Mais de la mère divine. En un mot, c'est l'expression. Donc vous comprenez que les rites, que ce soit spécialement pour les femmes ou pour les hommes, la base est la même, le but à atteindre est le même, les pratiques qui changent, c'est tout. Merci. Merci, Monsieur Samana. Il y a AZD qui revient, c'est ça? Oui, moi, Lionel, AZD, j'ai encore une question. Ok, AZD. Il y a une question quelque part. Oui, encore moi. Alors, il y a quelque chose qui a attiré mon esprit, en fait, mon attention. Lorsque vous parlez de quitter le corps physique pour prendre contact avec les nétérons, et donc c'est avoir accès à ce monde qu'on appelle le monde invisible, ok? C'est ce que permet de faire, c'est ce que fait le placenta, hein, parce que le placenta en lui-même, il fait aussi un retour dans le monde invisible. Y a-t-il un rapprochement entre les pratiques, par exemple pour nous au Congo, il y a cette pratique qui fait que, qui est exercée, qui fait que lorsque un bébé naît, on lui
lorsqu'on coupe le placenta du bébé, on va très loin dans le village natal et on enterre cette partie du placenta, pas du placenta, pardon, du cordon ombilical. Y a-t-il un rapprochement entre cette pratique du placenta que vous nous avez expliqué au niveau du rite et le fait d'enterrer y a-t-il un rapprochement entre ces deux pratiques, le fait d'enterrer le cordon ombilical et de faire cette pratique rituelle en fait avec le placenta? Ok. Tu m'écoutes là? Très bien. Ok. Regarde, tu vois, dans le rite du placenta, ça dépend des peuples. Hein. Il y en a qui enterrent, et on n'enterre pas n'importe où, n'importe comment. Et il y en a d'autres, je crois, chez les Dogons, ils ont un processus, on met dans un vase avec un certain nombre de produits. Le tout, c'est que par sa dégradation, on symbolise son retour dans le monde invisible. Par exemple, tu viens de reciter, d'expliquer un peu le rite à partir de chevaux, que je trouve par exemple encore très intéressant, parce qu'il y a tout un symbolisme là dans ce que tu viens de raconter. Tu dis, on prend le placenta, on va dans la brousse. En fait, ce cheminement-là qui est en train d'être fait là, c'est comme si on faisait retourner ce placenta dans ce monde invisible. Voilà pourquoi ces anciens-là partaient jusqu'en brousse. Pour l'enterrer. Oui, ils retournaient jusqu'au village pour enterrer le cordon ombilical du bébé, oui. Voilà. C'est pour reproduire le rite du retour dans ce monde invisible. Ce que tu vois. Donc, c'est le même, c'est exactement ça. Ça a un rapport. Maintenant, qu'il est retourné dans ce monde invisible, puisque pour les anciens, comme l'a expliqué le frère Balotou, donc, il a partagé quelque chose avec toi. Mais lui, dans ce monde invisible, il est dans son pouvoir infini. Parce que là-bas, l'espace, le temps, ça n'existe pas pour lui. Toi, tu es limité ici, sur le plan physique, avec l'espace et le temps. Lui, il n'est pas limité. Donc, il a possibilité de voir ton passé, ton présent, ton futur, et de t'envoyer les messages par les rêves, les visions, les songes, etc. Donc, à partir du tu commences, on te met dans un certain nombre de conditions, c'est pour pouvoir, parce que là, par exemple, quand tu n'as pas encore fait ce rite, on t'envoie des messages en rêve, en vision, mais parfois on n'est pas attentif. Si tu veux l'initiation, c'est juste pour que tu puisses prendre conscience, comme j'ai dit tout à l'heure, quand nos ancêtres ont pris conscience de leur propre existence. On est conscient qu'on vit, qu'on marche, on fait ce qu'on... Mais est-ce qu'on est conscient de qui nous sommes réellement? Quel est l'être que nous sommes, l'être intérieur? On l'apprend seulement comme ça. Donc, à partir de là, quand tu vas dans cette initiation, c'est pour pouvoir activer, mettre en mouvement un certain nombre de choses pour que tu puisses prendre conscience de ça et de cet être-là qui peut te véhiculer les messages. Moi, je dis toujours à certains de mes initiés que, écoutez, ne pensez pas que parce que vous marchez avec quelqu'un de midi à 14h, il est votre meilleur ami et tout, et que qu'un matin vous dormez, vous voyez qu'il vous met un poison dans la nourriture ou dans la boisson, et vous vous dites que non, mais c'est pas possible, c'est mon meilleur ami, il ne peut pas me faire ça. Soyez sûr qu'il va vous faire ça, on vous avise toujours, parce que lui, le corps physique, c'est son véhicule. Parce qu'à travers ce corps physique, il y a des thèmes je ne vais pas développer ici, il y a le totémisme. Donc, ce totémisme-là qui va faire en sorte qu'il y a le lien que tu partages avec certaines entités dans la nature qui utilisent ton corps physique aussi pour évoluer spirituellement. Il n'y a pas que ça. Donc, c'est tout un enseignement. Là, nous n'avons fait qu'une partie. Maintenant, c'est quand quelqu'un va venir à l'initiation qu'il y a d'autres enseignements qu'on remet. Parce qu'on partage un lien avec un certain nombre d'animaux. Quand vous parlez, le frère a parlé tout à l'heure de l'initiation de la panthère. Mais quand ça se passe chez nous, vous voyez quelqu'un qui marche comme une panthère. Chez nous, on appelle ça l'ongoy. Et que ce genre de personnes, très souvent, quand ils sont initiés à ce rite, mais je peux vous dire qu'il est dans une voiture. S'il y a un accident d'avion, vous ne pouvez pas comprendre comment il se fait pour se retrouver au village. Hein. C'est ce qu'utilisaient les anciens Makiza, Bassa au Cameroun. Hein. Pendant que les Européens les cherchaient, on ne comprenait pas comment. On vient de les voir, mais ils se retrouvent déjà à un autre endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était ce rite-là. Donc, vous avez ça qui vous met déjà, parce que l'entité va utiliser sur votre corps et il va se mouvoir à travers ce corps physique. Ce n'est qu'un corps, c'est un véhicule.
Exactement. Donc, le rite du placenta dont tu viens de parler, c'est effectivement ce que tu es en train d'expliquer. Exactement. Lorsque vous dites nous ne sommes que la subdivision, lorsque vous dites nous ne sommes que la subdivision de l'intestin divin. La première énergie primordiale qui a créé votre ancêtre. Je vais m'expliquer. Regardez un peu nos frères à côté qui sont venus prendre notre religion. Ils ont pour habitude de dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ézéchiel, mais ils parlent du Dieu de leur ancêtre, non? D'accord, ok. Tout à fait. Imagine, maintenant, je vais essayer de te faire un peu t'envoler spirituellement. Imagine quand il y a eu cette explosion de l'œuf cosmique qui a commencé à se manifester pour pouvoir créer les êtres, les choses et tout ce que nous voyons. Le premier être là, ce premier être là, qui, lui, cette énergie qui s'est incarnée dans un corps physique et qui a, par sa matière séminale, a fait en sorte qu'il y ait une lignée. Tu comprends que cette lignée n'est que la subdivision de cette matière séminale que lui, il a émise. Ce que tu vois. Donc, nous ne sommes que cette subdivision de cette énergie-là. Mais le terme intestin divin, l'intestin divin, j'aurais voulu un peu plus faire un focus sur le terme intestin divin. J'essaye de me l'imaginer et c'est pour ça que j'avais... Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que cet ancêtre-là, le fait qu'il est parti de cette énergie divine, dans l'ordre de cette explosion, mais en partant, il a le processus du retour. Donc, c'est en fonction de cette mission que nous cherchons à découvrir. Parce que dans cette histoire de placenta donc, que je suis en train de vous parler, je ne peux pas, il y a des choses que on n'a pas peut-être le temps de relater, parce que lorsque vous faites l'initiation, vous retrouvez le nom. Je vous ai dit que dans les 5 noms de titulature royale que le pharaon utilisait, il y avait un nom que seuls les initiés pouvaient savoir, c'est le nom de ce placenta, donc le nom de son origine, lorsque l'entité première qui est sortie de cette énergie-là. C'est ce nom ésotérique-là qui est, chez nous on l'appelle le combo, qui est souvent réservé que le nom de l'entité-là, il te donne de ce placenta-là, de ce double-là, t'est donné. Donc, puisque tu ne peux pas rentrer en contact directement avec la totalité de l'énergie, donc il n'est qu'une goutte de cette totalité-là qui est en toi. Donc, tout le potentiel de la totalité se trouve donc en toi. Donc, pour pouvoir donc faire une prière, tu t'adresses d'abord à lui. Puisque lui, il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Toi, tu es limité par l'espace et le temps. Voilà ce que c'est la divinité qui est en toi. Donc, il sert de lien. C'est comme si c'est un lien, mais qui va aller jusqu'à la source infinie. Ok. Monsieur Azédé. Monsieur Azédé? Oui, je t'écoute. Ouais, tu vois bien que ce dont on est en train de parler, c'est vraiment très cohérent, quoi. L'histoire que tu racontes et ce que Maître Molema vient de dire. Et c'est très connu, justement, dans la tradition Congo. Le totémisme est très connu dans la tradition Congo. L'enterrement du placenta est pratiquement universel dans la tradition Kami, Katiopa, en tout cas dans les traditions primordiales, parce que c'est là où on rate le coche. Parce que quand c'est fait correctement, il y a beaucoup de facultés que nous gardons jusqu'à l'âge adulte. Mais quand ce n'est pas fait, nous perdons un certain nombre de facultés au fur et à mesure et nous nous retrouvons après à courir derrière des choses, derrière quelque chose qui nous manque parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui nous manque. On sait qu'on n'est pas complet. Alors que nos traditions avaient déjà établi des rites pour nous permettre, donc, par exemple chez les Comos, à 49 ans, de devenir maître des arcanes, c'est-à-dire 7 x 7. Il y avait des initiations de classe d'âge, des initiations de 7 ans, des septenaires qui nous permettaient à 49 ans de devenir maître des arcanes, par exemple. Mais tout ça, on a perdu ça. Aujourd'hui, on essaie, à l'âge adulte, d'essayer de rattraper un peu le temps perdu parce que n'oubliez pas que c'était suivi d'une éducation qui n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas de déformation paradigmatique. On avait une cohérence globale qui nous permettait, n'est-ce pas, de bien ingérer
les informations qui nous sont véhiculées et dans les contextes originels, pas en l'interprétant du point de vue de l'autre. Aujourd'hui, même en tant qu'Africains, qui voulons même revenir vers cette vérité-là, très souvent nous nous surprenons à penser comme l'autre à travers l'autre, à vouloir comprendre notre tradition à travers le paradigme de l'autre. Donc tout ça là fausse beaucoup de données. Sinon, quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci, hein. On est intègre, on a notre totalité et on arrive à s'exprimer au mieux de nos potentialités. Il y a plusieurs mains levées. Il y a plusieurs mains levées. Wilson. Oui, attends, je vais compléter aussi ta question là pour dire aux frères. Tu sais, pour voir l'exemple de ce que je suis en train de t'expliquer, c'est souvent très beau de voir ça chez les enfants, cette histoire de double. Vous allez voir qu'il y a des enfants, des bébés, il n'est pas bébé, il commence peut-être à parler, je ne sais plus, mais il y a des moments où vous le voyez, il est dans un coin, mais il parle avec quelqu'un, vous ne savez pas, vous vous posez la question, mais il parle avec qui cet enfant-là? Lui, il voit son double. Vous ne le voyez pas. Et très souvent, on commence à le gronder, à le frapper. Et voilà. Les parents ignorants d'aujourd'hui vont commencer à le frapper, à lui raconter des bêtises. Et à ce moment-là, l'enfant commence à intégrer d'autres paradigmes qui font que cette connexion-là commence à se réduire. Ouais. Moi, j'ai mon petit-fils, il me gaze avec ça à la maison. Hein. Il y a une main levée. Monsieur Wilson, parmi les mains levées, il y a Monsieur Wilson qui n'a pas encore pris la parole. Peut-être, Maître Abatoum et Maître Moulema. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord, ok. Bon, ma question, j'ai quand même déjà la réponse, mais je la pose quand même. Oui. Parce que peut-être beaucoup d'autres aussi ont cette même question en tête. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un danger dans une initiation? Est-ce qu'il y a peut-être des entités qui peuvent vouloir bloquer le processus, étant donné que naturellement, c'est aussi leur travail qu'ils font sur cette terre? Ok. Voilà, tout simplement. Je vais me lancer et Maître Moulema va compléter. Oui, vas-y. Ouais, vous savez, d'abord, il faut comprendre que la vie, il y a du danger partout. Déjà, il faut le dire franchement, il y a du danger partout. Et on peut rencontrer le danger même en étant assis chez soi. Donc, j'ai l'impression que souvent, la question du danger est une question surfaite. Maintenant, dans les initiations primordiales africaines, ça dépend. Il y a certaines initiations qui comportent très peu de risques. Mais dans les initiations dont nous sommes en train de parler, il peut en avoir. Mais la vraie raison, pour ne pas dire 99,99% du temps, tout dépend de l'école, tout dépend de l'initiateur et tout dépend du respect des règles. Parce que chaque initiation a des règles et des conditions. Et notamment, par exemple, une des premières conditions avant les initiations comme celle-ci, puisque c'est quand même un grand voyage, c'est une vérification de l'éligibilité spirituelle de la personne. Un. Deuxièmement, c'est la compétence et la filiation réelle des initiateurs et du maître initiateur, du grand maître initiateur, et la discipline et l'éthique du maître initiateur. Maintenant, la troisième chose, ça dépend de la personne elle-même. Quand on lui dira des choses à respecter, des choses très simples, hein, il n'y a rien de compliqué. Mais s'il en fait à sa tête, il peut se mettre en danger inutilement. Sinon, l'initiation elle-même, beaucoup de personnes vont entendre il y a une mauvaise presse entre-temps en France qui a parlé des dangers du buti parce qu'il y a une connerie d'un événement qui s'est déroulé, qu'on a tronqué pour salir nos rites. Mais je vous assure qu'il y a des maîtres qui exercent depuis des décennies sans aucun risque, alors qu'il n'y a aucun hôpital psychiatrique qui peut dire qu'ils n'ont pas de mort tout le temps. Mais il y a des maîtres traditionnels qui exercent depuis des décennies, qui n'ont jamais connu un seul mort au cours des initiations. Mais quand il y en a un, on ne cherche pas à savoir la cause, on va généraliser pour dire qu'il y a des dangers. Donc pour moi, les dangers dépendent d'abord de la personne et de l'initiateur et surtout des règles qui ont été mises en place pour être
pour que la chose se fasse bien. C'est pourquoi nous, à IS, on ne va pas s'attacher avec n'importe qui. On va nous-mêmes faire l'investigation, expérimenter d'abord avant de communiquer aux autres ce qu'on a expérimenté. Voilà ce que je voulais dire pour le moment et je laisse Maître Moulema compléter ce qu'il a complété. D'accord, effectivement, comme il vous a dit, les risques, c'est d'abord la personne elle-même, parce que je vous ai dit, la personne scrute d'abord son intérieur. Et il y a aussi le destin de l'initiateur. OK. La mort, c'est chacun a son destin. Hein. Chacun s'est écrit là où il peut avoir des problèmes. Maintenant, les problèmes qui peuvent bloquer quelqu'un peuvent être multiples. D'abord, la personne elle-même, hein, la personne elle-même peut avoir émis un certain nombre de comportements, soit dans les vies antérieures. Arrivé dans cette vie, tu vas te faire initier, tu te retrouves dans ces conditions, on te montre ce que tu as fait. Ce sont des cas que nous avons vus. Et il y en a d'autres, par exemple, qui ont posé des actes dans cette vie présente-là, qui posent des actes. Mais très souvent, on demande aux gens de faire leur confession. Tu fais mal ta confession. Moi, je prends quelqu'un qui, par exemple, a passé, fait des trucs ou tué des gens ou je ne sais pas. Mais tu arrives de l'autre côté, ben, tu retrouves ces gens-là qui disent que, ben, écoute, c'est très bien, même comme tu es arrivé là, justement, nous, on ne te laisse plus partir. Tu comprends que là, c'est toi qui est la cause de ton problème. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, ce qui va arriver, effectivement, comme a dit le frère Baltoum, tout va dépendre vraiment de l'initiateur. Parce que ce sont les personnes qui vont l'entourer, qui sont dans ce plan invisible, qui lui ont donné l'ordre de la mission de faire ce travail, qui pourront intervenir pour dire, écoutez, si lui, vous le retenez ici, il risquerait de rester ici, et de l'autre côté, lui, on va l'arrêter. Et ce n'est pas ce que nous attendons de ce travail. Donc, ce sont eux qui vont pouvoir intervenir. Je crois que le frère Alberto connaît quelqu'un qui est initié chez nous, qui a eu on a eu même 2 cas comme ça. Donc, il y a les cas où toi-même tu crées, et il y a des cas où, si ce sont, mais je peux vous rassurer que quand ce sont des forces extérieures, ils auront du mal à vous bloquer. On a d'autres cas ici, par exemple aussi, qu'on appelle ça chez nous, des gens qui sortent d'une manière négative sur le plan astral, et pendant ces conditions, quand il veut le faire, on lui dit, oh, soit c'est l'initiateur, soit c'est l'autre côté qu'on lui dit, reste tranquille, ce que tu veux faire là, n'essaye même pas. Sans quoi, tant pis pour toi. S'il insiste, ben, il va se faire mal, mais soyons sûrs que ce n'est pas chez l'initiateur que là, on le laisse mourir, il va aller mourir chez lui après. Parce qu'il ne va jamais vous dire que voici ce que j'ai essayé de faire. Donc, tout dépend. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent justement dans le but de provoquer des complications, alors que nous, on a affaire ici à un rite très ancien. Et si tu viens pour jouer au malin, ça peut te chauffer. Donc, voilà. Mais ce sont des cas hyper rarissimes, hein, soyons clairs. Voilà, c'est très rare. Exactement. Déjà, comme je vous ai dit au début, j'ai déjà la réponse à la question. Voilà, on parle des cas qui ma réponse était que... Est-ce que ça fait 1%? Je ne pense pas. Ça ne fait même pas 1%. Non. À 99,99%, ça se passe bien. Je me suis beaucoup renseigné sur le rite Bwiti, notamment le Ibongo, le Libongo. Et je pense que le Liboga, je pense que Maître Moulema doit connaître Madame Reveno Bernadette. Ouais. Elle est décédée. Ouais. Exactement. Je me suis pas mal renseigné sur elle. Je prévoyais même faire un tour au Gabon pour la rencontrer, malheureusement. Ouais. Après, j'ai appris qu'elle est décédée. Ouais, c'est une dame, elle a 100%. Elle n'a jamais raté rien de ses rites Bwiti. Jamais. Donc, c'est pour ça le rite Bwiti, je rassure les amis qui nous écoutent, que c'est pratiquement 100% du sûr. C'est pour ça que j'ai pris la peine de poser la question. Il y a aussi des cas où cela peut être prescrit dans le destin de l'initiateur. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, c'est dans ton... En fait, si tu n'es pas appelé, tu n'y seras pas. Voilà, tout simplement. Je peux vous raconter, par exemple, une histoire d'une grande initiatrice qui, elle a créé une branche qu'on appelle ici ça va me revenir, qui, elle, par exemple, voit dans son initiation que c'est une personne qu'elle va initier
qui va la tuer. Alors, elle réunit sa famille, elle dit, écoutez, un jour, j'initierai quelqu'un ou quelqu'une, mais c'est cette personne qui va me tuer, ne l'amenez pas en prison, ne lui portez pas plainte, laissez-la. Et voilà que le jour J arriva, elle finit d'initier la personne, elle surveille, elle fait tout et tout, elle a pris un petit sommeil, elle va s'assoupir, et voilà que la dame qu'elle a initiée, elle a fait parmi toutes les personnes qu'elle initiait, la personne se lève, va prendre, je ne sais pas que c'était une machette, une hache, vient la frapper sur la tête. Donc vous voyez que ça, c'était son destin. Oui, exactement. C'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui que quand vous devez à un degré, ben on vous dit comment vous allez mourir, mais si vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez même pas continuer le travail, vous allez fuir. C'est chacun avec son destin dans cette histoire-là. Ouais. Elle savait, et dès que c'est arrivé, et bien la famille, jusqu'à présent, je vous dis, hein, celle qui l'a tuée, elle est vivante. Hein. Mais on ne l'a jamais porté plainte. C'est écrit. Voilà, c'est comme ça que moi je dois quitter. Et puis, quand on revient dans le paradigme que nous connaissons très bien, il y a aussi, on va en parler dans les classes un peu avancées, du concept même de la mort, qui est un concept qu'on a utilisé aujourd'hui pour nous malmener, pour nous dominer, parce que on nous effraie avec ça, on nous effraie avec ce concept, alors que c'est un concept qui est tellement beau, qui est tellement impeccable, et que nos ancêtres avaient appris à maîtriser et à comprendre. Malheureusement, aujourd'hui, on en fait tout un drame, mais en réalité... Moi, je pense même que l'initiation, c'est une obligation. Non, c'est une obligation, enfin, en effet, c'est une obligation. En réalité, c'est une obligation, mais on ne le sait plus. Donc, du coup, on est obligé de reparler de ça pour que les gens comprennent, parce qu'on ne va nulle part. Mais sachez qu'à l'ancien temps, vraiment, comme ce qu'a dit le frère Blatoum, dans une famille, ce n'était pas tout le monde qu'on initiait, hein, c'était vraiment en fonction de la mission de chacun. C'est toi qu'on prenait pour aller te faire initier. Et ensuite, tu rentrais dans les écoles de mystère parce qu'on savait que toi, tu es un ancêtre qui est revenu, tu es préparé à quelque chose. Les autres avaient des initiations mineures, mais toi, on commençait à te donner des initiations majeures. Mais effectivement, tout le monde devait quand même s'initier. Alors, AZD revient ou quoi? J'ai vu une main levée, c'est AZD? Alors, Samana revient, j'ai vu la main de Samana. Oui, merci de me redonner encore la parole. La question voici concerne l'information que vous avez donnée. Moi, c'est la première fois pour moi de participer à cette émission, à la faveur d'un lien que quelqu'un a partagé dans un groupe auquel j'appartiens. Et je dois avouer que c'est super, super intéressant. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous ces éclaircissements. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez une page, un site internet à travers lequel on peut vous suivre? On a une chaîne YouTube qu'on a commencé à alimenter, n'est-ce pas? On a une chaîne YouTube, ça s'appelle voilà, c'est la chaîne YouTube que vous voyez là, ISTMJOT. Voilà, c'est une nouvelle chaîne que nous avons lancée spécialement pour ça. Il y a une première conférence qu'on avait faite qui s'appelle S'éveiller au mystère de sa vie et qui est une introduction qui permet même de mieux comprendre ça. Il y a des vidéos déjà disponibles pour regarder là-dessus. Voilà. Si vous n'étiez pas là au début non plus, il y a on avait partagé des informations sur beaucoup de chaînes qui font la vulgarisation parce que nous, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de chaînes qui font déjà de très bons travaux de vulgarisation, d'information. Maintenant, nous voulons aller vraiment au fond. C'est-à-dire, oui, quand on a compris tout ça, qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est là où nous aimons intervenir parce que les gens ont besoin là en ce moment de solutions pratiques et palpables pour leur permettre d'avancer. C'est un peu là où on s'inscrit parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de vulgarisation et d'information et c'est déjà très louable comme ça. Alors, je pense que nous sommes en train de cheminer vers la fin. Nous rappelons que nous sommes dans le cadre d'un événement que nous organisons ici sur Abidjan de manière présentielle
mais aussi à travers les réseaux, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui de manière virtuelle pour les démarrages. Et les sessions pratiques vont venir bientôt sur Abidjan, où on fera des rites en direct, l'exploration de deux grands courants, par exemple, le Fa et le Buti. Il y aura les deux explorations qui sont en cours, qui vont se faire, et pour permettre aux gens d'avoir des outils pour donner un coup de boost à leur vie. Maintenant, tout ça est fait dans un cadre plutôt déontologique et scientifique. Il ne s'agit pas de croire, il ne s'agit pas de penser, il s'agit d'expliquer, de comprendre. Donc, on s'explique tout. Et n'oubliez pas, le rendez-vous est pris pour demain. On va être encore là demain. N'oubliez pas qu'on va être là encore demain. Invitez les amis, on va être encore là demain pour ce partage parce qu'on a besoin de faire cette conférence explicative pour que chacun puisse se familiariser facilement à ces concepts et comprendre où nous allons. Maître Nima, tu es encore là? Ah oui, oui, je t'écoute. Comme s'il y a des petites coupures. Oui, tu disais? Ouais, je disais que voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure. Et ok, il n'y a pas de problème et on se revoit demain. Donc, nous vous remercions d'avoir été nombreux à être présents. Nous espérons que vous serez au moins 4 fois, 5 fois plus nombreux demain. Et à la même heure, à partir de 17 h, et le même code, la même invitation, la même réunion. À demain, matondo à tous, matondo à tous. Merci. Otep, Akbekaka. Bye.